Mes chers camarades, bien le bonjour. Nous revoilà dans le département du Loir-et-Cher pour un nouvel épisode. On est ici au bord du Cher, un affluent de la Loire, pour découvrir un lieu qui a vu passer beaucoup de monde. Occupé par un tricheur, rasé, puis repris par un guerrier septuagénaire, puis transformé, puis re-rasé. Et oui, on va revenir ensemble sur l'incroyable histoire du château de Selles-sur-Cher. Mais avant de commencer, un petit point étymologie, parce que ça fait pas de mal. Au VIe siècle, saint Eusis, un ermite religieux qui vivait dans la région, aurait construit dans le coin, on ne sait pas vraiment où, peut-être ici, un lieu de prière, un petit monastère sans doute, ou un oratoire. Et un oratoire, on peut aussi appeler ça une cellule de moines. Cellule qui donnera Selles, qui deviendra plus tard Selles-Saint-Eusis, puis Selles-en-Berry, et enfin Selles-sur-Cher. Le blason de la ville étant une selle de cheval, on se dit qu'ils se sont un peu perdus en chemin à un moment donné. Bref, comme la plupart des châteaux de la vallée du Cher et de la Loire, le château de Selles est posé au bord de la rivière, et non pas sur un point surélevé comme la plupart des châteaux en France. Et vous allez me demander pourquoi ? La réponse est simple, c'est parce que le Cher et la Loire sont des frontières qui délimitent les territoires dont se servent les ennemis pour les envahir. Se poser au bord de l'eau, c'est donc un très bon moyen pour défendre ces terres. Et ça, c'était déjà le cas durant l'époque gallo-romaine, puisqu'on a des traces d'une ancienne motte posée à l'endroit même du château actuel et qui devait sûrement avoir déjà cette fonction défensive. D'ailleurs, la position ne sera jamais vraiment abandonnée, car les raids vikings du 9e et 10e siècle nécessitent d'avoir des sortes de checkpoints, comme ceux de Selles, pour éviter le drame. Par la suite, cette motte est utilisée par Thibaut Ier, qui y construit un premier donjon. Thibaut Ier, c'est le comte de Blois, vicomte de Tours et de Châteaudun, seigneur de Vierzon, de Sancerre, de Chinon, de Saumur, de Beaugency et de Provins. Oui, ça en fait des titres, mais des titres qu'il est allé chercher, qu'on lui a pas forcément donné. À la base, Thibaut est au service de Hugues le Grand, duc des Francs. Hugues le Grand, c'est le père d'Hugues Capet, qui fait donc partie de la famille des Robertiens, qui plus tard donnera la famille des Capétiens. Et si dans un premier temps Thibaut est assez fidèle à son seigneur, lors de sa mort, il basculera du côté des Carolingiens. On est en fait dans une période qui va voir se finir une dynastie, celle des Carolingiens, pour en voir débuter une autre, celle des Capétiens. Thibaut fait donc un choix pas vraiment stratégique sur le long terme en rejoignant les Carolingiens, mais bon, il s'en fout parce que dans tous les cas il va mourir avant de voir Hugues Capet sur le trône et en plus il récupère des terres au passage. N'empêche que les Capétiens ils sont quand même restés 900 ans à la tête de la couronne, donc c'est quand même eux qui écrivent un peu l'histoire. Et du coup Thibaut sera pour l'éternité surnommé le tricheur. Je sais pas vous, mais moi perso, j'aimerais qu'on se souvienne autrement de moi après ma mort. Bref, Thibaut fera donc construire son château ici, à Selles, et dans toute la région pour renforcer son territoire. Un donjon qui servira de base à l'élaboration d'un château médiéval plus conséquent vers 1140. Et au XIIe siècle, il se passe un truc. Deux rois qu'on connaît plutôt bien, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, se chamaillent un peu. Deux vieux potes qui partent en croisade ensemble et qui finissent par se tirer dans les pattes, forcément c'est pas très joli, et c'est dans ce cadre que le château de Selles-sur-Cher sera quasiment rasé. Alors vraiment, il reste plus que des ruines partout autour. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire la connaissance aussi d'un des personnages de l'histoire locale les plus badass, Robert de Courtenay. Un type qui aime deux choses, essentiellement. La baston, d'abord, et puis le bon vin. Si la famille de Robert possède déjà le domaine de Selles, c'est à partir de cette époque qu'il commence les travaux de réaménagement et c'est à lui qu'on doit une bonne partie de la résurrection du château en 1212. Car Robert, ça n'est pas n'importe qui. Il est le cousin de Philippe Auguste et fonce sur tous les fronts pour soutenir son roi. En 1204, il participe activement à la conquête de la Normandie et reçoit en récompense plusieurs châteaux. Puis, il rejoint la croisade contre les Albigeois en 1210, dont nous parlerons sûrement un jour dans cette émission. Enfin, en 1217, il vole au secours du prince héritier Louis de France, alors prisonnier des Anglais. Il est comme ça Robert, il va de l'avant. Et d'ailleurs, ça concerne pas que sa carrière militaire. En 1218, sa première femme étant décédée, Robert épouse en seconde noces la veuve d'un seigneur local, Mao de Mehun. À cette époque, il fallait absolument conserver les biens hérités des veuves nobles. Il était courant de les remarier avec un grand seigneur capable de les protéger elles et leurs terres. Et justement, Mao possède des terres à Mehun-sur-Yèvre, Cloyes et Selles-sur-Cher, qui sont constitués de vignobles sur les coteaux du Cher. C'est donc un contrat gagnant-gagnant pour Mao et pour Robert, qui légitime son pouvoir sur la région et récupère au passage de quoi s'approvisionner en vin. Et ça tombe bien, puisqu'en 1223, Philippe Auguste meurt, et Louis de France devient Louis VIII. Pour récompenser un de ses plus fidèles serviteurs, il nomme Robert de Courtenay bouteiller du roi.
Alors, à la base, le bouteiller du roi, c'est celui qui approvisionne la cour en pinard et qui, de temps en temps, débouche une bonne bouteille pour la servir à Sa Majesté. Mais à l'époque de Louis VIII, la fonction a légèrement changé. Le bouteiller n'est plus chargé de l'approvisionnement de la cour, mais il doit gérer tout le vignoble du domaine royal. Une sacrée tâche pour Robert, qui pour ça reçoit de l'argent des abbayes fondées par le roi. Mais pas le temps de se reposer. Il repart faire la guerre aux Albigeois en 1224, et 2 ans plus tard, Louis VIII meurt de la dysenterie. C'est un coup de tonnerre pour Robert, qui jure fidélité à son fils, Louis IX. Dans la foulée, il part en guerre contre des barons qui se révoltent contre le jeune roi. Bref, vous l'avez compris, Robert ne s'arrête jamais, et ça jusqu'à sa mort en 1239. Et ce que je vous ai pas dit sur Robert, c'est qu'en fait il est né en 1168. Lorsqu'il part en Palestine et qu'il meurt en croisant le fer en 1239, Robert a donc 70 ans. Eh ouais, ce qui est quand même un âge assez avancé pour partir au turbin, on va pas se le cacher. Mais bon, Robert quoi. Et alors justement, le camarade Robert, qu'est-ce qu'il nous a laissé à Celles-sur-Cher ? Le château renaît de ses cendres avec la construction de plusieurs tours, et les aménagements posent les bases de ce que deviendra le château médiéval. Aujourd'hui, on peut encore voir la célèbre tour du Coq. Si Robert de Courtenay nous paraît jusque-là assez raisonnable comme personnage, une légende noire gravite autour de cette tour du XIIIe siècle. En effet, Robert, extrêmement jaloux, aurait remarqué qu'un certain Monseigneur Coq tournait autour de sa femme. Pas de chance pour le bougre, Robert n'est pas le genre d'homme qui fait dans la demi-mesure. Il aurait donc kidnappé ce monsieur Coq et l'aurait, tout simplement, emmuré vivant dans cette tour. D'où le nom de Tour du Coq. Sympa, hein ? Le château continue d'évoluer après Robert de Courtenay. Au total, c'est pas moins de 9 tours défensives qui viendront ceinturer l'édifice, reliées entre elles par un chemin de ronde. Les machicoulis et les meurtrières prolifèrent un peu partout et promettent à tout ennemi qui s'aventurerait sur ces terres d'être bien accueilli. L'entrée est ceinturée par 2 tours, protégées par des douves, une herse et un pont-levis. Aujourd'hui, le pont-levis et la herse sont disparus, mais on imagine bien que ça ne devait pas être de la tarte de reprendre un machin pareil. Une structure défensive du Moyen-Âge dans toute sa splendeur, donc. Et pourtant, quand on se balade dans le château, on voit plus des influences architecturales issues de la Renaissance que de la période médiévale. Et ça, c'est dû à un autre grand personnage, Philippe de Béthune. Philippe, c'est un diplomate et ambassadeur français assez important sous le règne d'Henri IV. D'ailleurs, son propre frère n'est autre que Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom du duc de Sully, un des plus proches conseillers du roi. En 1604, Philippe de Béthune fait l'acquisition du château en vue d'y passer ses vieux jours. Il confie la restauration du château et sa mise au goût du jour à l'architecte Jacques II Androuet du Cerceau, un type qui a réalisé, par exemple, la plus vieille place de Paris, la place Royale, alias la place des Vosges. Pendant ces temps, jusqu'en 1612, les ouvriers vont faire évoluer ce château médiéval en château de la Renaissance. La brique, le tuffeau et la pierre de Beauce sont utilisés pour construire ce que l'on appelle aujourd'hui le pavillon Béthune, ainsi que le mur de décoration qui venait ceinturer la cour du château. Près de la rivière, une tour médiévale ronde, datant peut-être de l'époque de Robert de Courtenay, est accrochée au pavillon Béthune, incarnant parfaitement l'évolution de l'époque médiévale à la Renaissance. Hélas, il n'y a que peu de vestiges qui nous parviennent aujourd'hui, car si le château de Celles-sur-Cher était un des plus grands du Val-de-Loire, plus de 1500 mètres carrés de construction ont disparu. Et ça, c'est notamment le fait de ce qu'on appelle la bande noire. En gros, après la Révolution, tout ce qui touche au domaine royal peut être mis à bas. En gros, la bande noire achète des châteaux ou des abbayes, tout ce qui touche au domaine royal ou à l'église. Le but, pouvoir revendre les édifices un peu plus tard en se faisant une marge assez confortable, ou pire pour les monuments, les démanteler pierre par pierre pour ensuite revendre les matériaux et se faire de l'oseille. Et malheureusement pour le château de Celles-sur-Cher, c'est cette option qui remporte la préférence de la bande noire. Depuis, le château est passé de propriétaire en propriétaire. Des rénovations se sont faites par-ci, par-là, quelques bâtiments sont apparus tandis que d'autres ont disparu, et aujourd'hui, 2 grands ensembles que l'on peut identifier sont la partie médiévale du XIIIe siècle, à l'ouest, et la partie Renaissance du XVIIe siècle avec le pavillon Béthune. Suite à des années d'errance, le château était menacé de tomber en décrépitude. Après les travaux de Robert de Courtenay en 1212, ceux de Philippe de Béthune en 1612, la propriété est rachetée par de nouveaux acquéreurs qui signent pour le clin d'œil historique 400 ans plus tard, le 12 décembre 2012 à 12h12. Des campagnes de restauration sont menées, mais ce type de travaux coûte extrêmement cher. Les propriétaires décident donc de renouer avec l'histoire de Robert de Courtenay et se lancent dans l'exploitation viticole pour les financer. Et oui, Celles-sur-Cher, c'est de l'histoire mais aussi du bon vin.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode en partenariat avec le département du Loir-et-Cher. On espère vraiment que ça vous a donné envie de venir faire un petit tour par ici. Vous verrez, la région est belle et puis c'est quand même vachement relax. Comme d'habitude, on compte sur vos likes, vos partages, vos commentaires et on se retrouve très bientôt sur un nouvel épisode de Nota Bene. Salut!